Merci, Madame Nadauskint. Donc, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Comme vous allez le remarquer, donc c'est pas du tout un travail d'architecte, c'est les résultats de programmes de recherche archéologique sur le terrain. Please. Ah voilà, c'est ça. Ok, thank you. Ok. Je vais vous présenter quelques exemples en fait de destruction de patrimoine au Maroc et des actions personnelles qui ont été faites pour stopper ces hémorragies concernant le patrimoine. Le Maroc, c'est un des rares pays qui dispose d'une législation sur le patrimoine et qui date du début du siècle, du XXe siècle. La première loi, elle a été promulguée en 1913, la deuxième loi en 1945. Ça date de l'époque du protectorat français. Depuis l'indépendance, il y a une seule loi qui régit le patrimoine culturel, c'est la loi 2280 qui est décidée en 1980. Mais on remarque sur les clauses de la loi 2280, il est en pleine régression par rapport à l'époque coloniale. Donc déjà, le terme de patrimoine, héritage, n'est pas bien défini. Et la grosse lacune, en fait, dans cette loi de 2280, c'est qu'il n'impose pas d'études d'impact. Comme vous connaissez, le Maroc, c'est un pays en plein essor développement. Et ce qui fait, il y a plein de grands projets structurants, les ports, les aéroports, les trains, les grandes vitesses, les barrages. Et donc, comme il n'y a pas d'imposition d'études d'impact archéologique, les aménageurs ne tiennent pas compte de cet impact sur l'archéologie. Donc, je vais vous donner quelques rares exemples auxquels je suis vraiment impliqué personnellement. Donc, l'implication personnelle, il tient du fait que, comme je dirige beaucoup de programmes archéologiques dans différentes zones du Maroc, et donc cette implantation sur place fait que je dispose des connexions avec surtout les populations locales et les ONG locales. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le terrain, c'est grâce à ces populations et ces ONG locales qui m'avertissent. Et donc, comme j'ai cette double casquette, chercheur sur le terrain, mais je suis aussi enseignant-chercheur à l'Institut d'archéologie, et on communique directement avec le ministère de la Culture. Et donc, j'essaye, à travers cette double casquette, d'interpeller les décideurs nationaux et locaux pour stopper ces actions néfastes au site archéologique. Donc là, je vous amène directement vers le sud du Maroc, là, que vous voyez dans la carte. C'est le projet Oued Chbika, c'est un projet de création d'une station balnéaire dans la zone atlantique. Et donc, il fallait relier la station par une route. Et malheureusement, il n'y a pas eu étude d'impact. Et donc, l'entreprise qui est chargée de construire la route, il a saccagé des monuments funéraires vraiment d'une valeur exceptionnelle. Donc, tous les archéologues qui travaillent en Afrique du Nord considèrent que les monuments funéraires d'Oued Chbika, ils ont vraiment un caractère exceptionnel. Vous voyez ici, je ne sais pas le pointeur, donc sur les exemples justement de ces monuments funéraires. Vous voyez des monuments en forme de deltaplane, des monuments en forme de croissant, uniques en Afrique du Nord. Et les pierres qui constituent ces monuments ont été complètement utilisées dans le travail de concassage. Donc, il y a un concasseur que vous voyez dans la diapositive qui utilise les pierres archéologiques pour la construction.
Et donc, c'est grâce justement à ces contacts donc, locaux que j'ai été avisé. Donc, j'ai essayé de stopper donc, ces travaux. Comme vous savez, il y a une lourdeur bureaucratique et des fois, on préférait agir en dehors de la bureaucratie pour arriver à stopper. Et donc, cette fois-ci, j'ai utilisé les connexions que j'ai avec les masses médias, donc écrites et électroniques, pour attirer l'attention, et c'est grâce à ça que ces travaux de destruction ont été neutralisés. Voilà, vous voyez donc les images de cette destruction, donc ça fait vraiment mal au cœur. Donc un deuxième exemple de cette destruction, ça provient d'un pont médiéval, l'unique pont médiéval donc, du Maroc, c'est un pont qui remonte au XIIe siècle. Et comme je travaille dans la zone, donc j'ai des connexions. Et comme vous voyez ici, donc sur la diapositive de droite, donc il y a des descriptions qui ont été faites sur une inscription en arabe écrit Barakat Mohammed, c'est la bénédiction de Mahomet. En fait, c'est une bande de chercheurs de trésors qui croyaient que derrière l'inscription Barakat Mohammed, il doit y avoir un trésor. Donc ils ont commencé à casser donc, l'inscription. Et en fait, c'est grâce aux alertes de population locale que donc, j'ai réussi aussi, cette fois-ci, à stopper l'hémorragie. Donc c'est l'autre façade donc, justement de ce pont. Donc les chercheurs de trésors, ils ont creusé un tunnel carrément pour arriver à un endroit qu'ils croient donc, cacher le trésor. Et donc j'ai alerté, disons, les autorités locales et la direction du patrimoine culturel, et donc rien n'a été fait. Et donc j'étais obligé, encore une fois, donc, de m'investir personnellement, et c'est grâce aux chaînes de télévision marocaines. J'ai de très bons rapports avec les chaînes de télévision marocaines, donc je les ai invités donc, d'urgence, ils sont venus sur le terrain, et c'est grâce au scoop médiatique que les autorités sont arrivées sur place pour voir ce qui se passe. Mais après un mois de destruction. Donc heureusement qu'on a stoppé l'hémorragie. Donc ça, c'est un travail. Il faudra donc justement maintenant commencer à planifier la restauration. Donc on verra avec nos collègues marocains comment on peut remédier à ça. Non, je me suis trompé. Toujours dans le sud du Maroc, c'est grâce aux travaux archéologiques que je dirige. Ici, c'est un travail de prospection archéologique qui a été initié en 2015. C'est en collaboration avec l'université de Leicester, donc en Angleterre. Disons, un des principes quand je lance un nouveau programme de recherche au Maroc, je choisis toujours des régions complètement marginalisées qui n'ont jamais bénéficié donc, de travaux. Donc c'est pour combler les lacunes. Ici, on est sur le Djebel Tazagourt qui domine la ville de Zagoura. Et vous voyez, donc, sur cette diapositive à gauche, vous voyez donc, la forteresse à côté de la Al-Watan Malik, la forteresse haute, et en bas, vous avez la forteresse basse. Et donc, en fait, sur ce site, donc la province de Zagoura avait décidé de construire l'emblème du Maroc, donc Dieu, patrie, roi, sur la colline. Et donc l'entreprise qui était chargée de construction, il a utilisé toutes les pierres donc, de la forteresse Host. Et donc c'est par hasard, quand on vient sur le terrain, en prospectant, on voit les camions en plein site en train de saccager les pierres. Et vous voyez, c'est des dispositifs à gauche, donc moi, et à côté, donc mon collègue David Mattingly de Leicester. Donc on a arrêté donc, le tracteur et on a mis une de nos 4x4 carrément en face du tracteur pour le bloquer. Et donc là, à ce moment-là, donc les autorités donc, provinciales sont arrivées sur place et donc on leur a dit interdiction, ils ont compris, mais quand même les dégâts ils sont énormes. Donc les parties hautes des murs ont été rasées. Mais on a le plan initial donc de la Casbah, donc c'est digitalisé, on peut avoir une planimétrie donc
donc des Casbah. Et heureusement que la partie basse de la Casbah, elle est protégée. Et donc, on compte engager des fouilles archéologiques dans ce site dans les prochaines années. Ici, je vous ramène plus au sud, donc sur la côte atlantique. C'est un programme que je dirige depuis 1995 en collaboration avec l'Université Complutense de Madrid et l'Université Castilla-La Mancha. Et donc c'est un programme qui s'intéresse sur toutes les périodes chronologiques. Ici, on est à l'emplacement de l'embouchure de Oued Noun. Donc c'est là où on travaille justement avec Salim Anaji. Et le Oued Noun, il est connu pour 2 sites d'époque médiévale, c'est disons, des métropoles du commerce caravanier transsaharien, le site de Noulemta et le site de Tagaoust. Et donc, les sources écrites, ils parlent d'un port sur l'Atlantique, donc qui est connecté avec ces 2 villes. Et donc nous, à la recherche justement de ce port donc, de Noulemta, on est tombé, on n'a pas trouvé le port, mais par hasard, on est tombé sur une tour hispano-canarienne du XVe siècle, documentée par les sources castillannes. C'est la tour de San Miguel de Saca. Et c'est grâce à notre intervention sur place, on a fouillé, donc on a documenté que les autorités ont su l'intérêt de cet emplacement. Et à l'époque, il y avait une petite une ville balnéaire, mais anarchique, donc, qui commençait. Et donc, c'est grâce à notre découverte, donc les autorités ils ont interdit la construction. Et donc là, il y a un projet de raser toutes les bâtisses pour protéger le site. Donc, je passe directement des actions de protection du patrimoine donc, aux actions de documentation. C'est grâce au programme de recherche que je dirige dans ces zones césariennes qu'on a donc, une masse de documentaires, une base de données extraordinaire donc, sur la vallée d'Oued Noun qui fait à peu près 7000 km². Donc, on a prospecté toute la zone, des prospections presque systématiques, et on a localisé plus de 350 sites archéologiques avec une documentation, disons, il y a des dessins, des photographies, et donc toute cette base de données, il est digitalisé, et donc il est donc online dans le site web que vous voyez ici. Donc vous voyez donc le lien www.idpc, Inventaire du patrimoine culturel du Maroc. Donc c'est accessible, et donc notre base de données constitue plus de 50% de cette base de données nationale. Donc il y a vraiment un souci majeur avec les équipes avec qui je travaille, donc de mettre toujours la documentation à la disposition du grand public et des spécialistes. Donc un des sites majeurs justement sur lesquels on travaille, c'est la métropole du commerce caravanier Noulemta, qui a commencé au IXe siècle, après il s'est éteint au XIIe siècle. Vous voyez ici donc une photo aérienne de Noulemta. Vous voyez la palmeraie à droite, et au centre, vous voyez le village d'Asrir qui est implanté sur le site même. Donc il fallait aider les décideurs locaux pour délimiter la zone de concentration des vestiges. Ici, c'est les vestiges apparents avant notre arrivée. Donc, c'est des tronçons de murs qui sont apparents. Donc, notre travail consistait à faire des prospections géophysiques et électromagnétiques pour déterminer les zones de concentration qui sont enfouies sur le sol. Parce que l'urbanisme de la ville d'Asrir risque en fait de s'implanter dans tout le site médiéval. Et donc, avec notre approche, donc on a donné une cartographie de répartition de ces vestiges enfouis sur le sol donc aux autorités locales. Et c'est grâce à ça que une ONG locale avait demandé le classement du site de Noulemta comme patrimoine national pour lui assurer la protection juridique. Et donc, c'est chose faite depuis janvier 2018. Donc, le site de Noulemta est classé, et donc il y a interdiction de construction sur le périmètre de la ville. Donc, voilà, vous voyez ici les zones qu'on a prospectées et qui ont révélé qu'il y a des vestiges enfouis sur le sol. Vous voyez ici les résultats de la fouille.
je fais vite. Donc, une autre métropole caravanière, donc à une vingtaine de kilomètres de Lomta, vers l'Atlantique. Donc, c'est la ville de Tegaust, donc, qui a prospéré entre le XIVe et XVIe siècle. Et vous voyez sur les images ces petits monticules en terre que les populations ne comprenaient pas, que a priori considéraient comme étant des limites de parcelles agricoles. Donc, nos prospections ont démontré que ces petits monticules, voilà ici c'est les parcelles agricoles, et donc toutes ces délimitations, l'archéologie a révélé qu'il s'agissait en fait donc, de murs donc, de casbah médiévales qui sont effondrés. Et donc, c'est grâce justement à ces découvertes que aussi le conseil communal de Xabi avait décidé d'interdire toute extension urbaine dans la zone. Le site de Tegmioglid, que donc, Salim El-Naji connaît très bien, donc c'est une fortification médiévale d'époque almohade qui remonte au XIIe siècle. Vous voyez ici l'image à droite donc, en haut, donc, qui correspond à l'état de la muraille, des portails donc, de la forteresse, qui était complètement dégradé. Et donc nous, on a fait un travail de relevé en 95, et sur la base de ce relevé, donc il y a une restauration qui a été faite en 2010. Donc il y a le travail d'architecte nous a permis même de faire une reconstruction 3D de la forteresse. Donc je passe très vite. Donc je vous amène à l'est de la région, donc sur la zone de Zagora, donc sur la moyenne vallée du Dra. C'est un travail de collaboration avec l'université de l'Alsace qui a commencé il y a 2 années. Donc on a prospecté toute la vallée. Donc ça nous a donné plus de 300 sites archéologiques. Vous voyez ici la concentration donc, des sites autour de l'Oasis. Donc les méthodes de documentation qui permettent d'avoir toute la documentation, donc drone, donc GPS différentiel, 3D. Donc ici, sur ce site, vous voyez tous les points noirs correspondent à des monuments funéraires pré-islamiques. Donc on a ici la plus grande nécropole pré-islamique de tout le Maghreb. Donc on a dénombré par photosatellite plus de 6000 tombes. C'est vraiment la plus grande nécropole donc, de tout le Maghreb. Vous allez voir donc, ici donc, des images prises par le drone, donc les types de documentation. Ici, donc, je vais conclure par ça. Donc, en 1999, donc, j'avais reçu quelques images, donc, celles que vous voyez en bas, qui circulaient. Donc, et donc, on voit donc, des peintures qui proviennent d'une tombe. Et donc, depuis 1999, je cherchais l'endroit précis donc, au sein de cette nécropole. C'est impossible de trouver ça sur 6000. Et donc, une enquête qui a duré depuis 1999 jusqu'à 2017. Et en fait, c'est grâce aux populations locales. Donc, en 2016, j'avais organisé une exposition, une conférence sur les premiers résultats donc, que je fais avec les Anglais. Et à la sortie de la conférence, il y a quelqu'un qui m'approche, qui me dit « Je connais l'endroit que tu cherches ». Et donc c'était la seule personne, donc un homme âgé de 76 ans qui connaît l'endroit, et il nous a amenés sur le site. Et on était vraiment très contents, fiers de cette découverte, parce qu'en fait, la tombe a été considérée comme perdue et la documentation perdue. Et c'est grâce à cette personne qu'on a localisé. Vous voyez ici, avec la personne en bas. Donc, on a fait un travail de fouille qui a révélé donc, des plaquettes peintes vraiment extraordinaires. C'est le seul qu'on connaît au Maroc. Donc, il y a un travail donc, de fouille qui a été fait sur la tombe, vous voyez ici, donc documentation. Donc, ça a révélé donc, des murs, des galeries, des chapelles avec des peintures. Et je finis par le travail de sensibilisation qu'on fait à chaque fois qu'on fait le déplacement. Donc on sensibilise les autorités locales, on sensibilise les ONG. Donc, il y a une exposition qu'on a organisée en 2016 et après qu'on a donnée au ministère de l'Éducation nationale. Et donc ça fait maintenant 1 année et demie qu'il circule dans les écoles de la région. Donc voilà, et je vous remercie.